artistes qui font des musiques très appréciées par la jeunesse et par les Togolais. Il faut les encourager. Quand on parle de Bella Bello, sans doute que c'est l'une des artistes les plus connues du Togo. Ses chansons sont reprises d'ailleurs. Il n'y a pas très longtemps, on a écouté Angélique Kidjo la reprendre à Paris devant une parterre de chefs d'État. Les artistes du Togo sont célébrés à l'extérieur. Des footballeurs du Togo sont célébrés à l'extérieur. Des hommes de lettres du Togo sont célébrés à l'extérieur, y compris des journalistes. Mais ils sont très peu connus, très peu célébrés et très peu adulés dans leur propre pays. À quoi cela est dû? Oh, ça c'est une question politique que vous cachez derrière des artistes, des intellectuels, des footballeurs, donc tous ceux qui portent quelque part le drapeau togolais haut. Et il est dommage, c'est vrai que la reconnaissance ne puisse pas partir de chez soi, mais ce sont des aspects sur lesquels il faut travailler davantage pour valoriser la compétence et le savoir-faire des jeunes Togolais, et surtout pour encourager et promouvoir ce qui peut être porté non seulement dans toutes les contrées de notre pays, mais au-delà des frontières du pays, et ainsi mettre en lumière tout le savoir-faire et toute la compétence dont regorge notre pays. Valoriser les artistes de leur vivant, mais peut-être aussi après la scène. Mais une question se pose aujourd'hui. Abouti Aomaweda, il est relativement âgé, mais au Togo, on constate que beaucoup qui sont âgés, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient tout simplement des artistes, une fois descendus de scène, ils sont devenus très anonymes, ils vivent une période assez difficile. Comment arriver à continuer à valoriser les artistes une fois qu'ils ne sont plus sur scène? Je pense que c'est toute la question de l'accompagnement. Et quand les artistes sont au sommet de leur gloire, et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un environnement qui puisse leur permettre de se préparer pour l'après-scène, comme vous dites. Et cet accompagnement-là, ce n'est pas nécessairement et uniquement une démarche personnelle des artistes, mais c'est un environnement qui doit être mis en place et particulièrement conçu par les pouvoirs publics, le ministère de la Culture, pour que tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont fait la fierté du Togo ne se retrouvent pas dans des conditions qui n'honorent pas le pays qu'ils ont porté. Et toutes ces réflexions, de manière plus générale, concernent, je dirais, les talents des jeunes Togolais ou des Togolais de manière générale, qui doivent être promus, qui doivent être protégés, qui doivent même survivre au-delà de leur présence terrestre. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, vous le soulignez, et ça veut dire qu'il faut s'atteler à faire ce travail également. Le concert, c'est tout à l'heure au Palais des Congrès de Lomé. Je ne sais pas si vous y serez, puisque vous ne savez pas que cet artiste est en train de célébrer ses 40 ans. C'est tout à l'heure, moi j'y serai, puisque Pyramide FM fait partie des partenaires de ce grand événement-là. Je ne sais pas, la dernière fois que vous avez mis pied au Palais des Congrès, c'était quand? Ça fait quelque temps. Ça fait quelque temps. Il y a une question aussi quand on évoque le Palais des Congrès de Lomé, puisque c'est un lieu de célébration de la culture du Togo dans beaucoup de pays, et nous allons continuer par faire référence à ce qui se fait de mieux ailleurs. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez plein de lieux de célébration, des artistes, des halls de sport. Et au Togo, il n'y a que le Palais des Congrès. Comment résoudre cette question? Ça aussi, c'est une question qui se pose à notre pays. Il n'y a que le Palais des Congrès. Et la culture dans notre pays n'est pas suffisamment portée, n'est pas suffisamment promue et n'est pas suffisamment décentralisée également. Et je parle de la culture, je parle également de tout ce qui est sportif. Et donc, on ne peut pas confiner la culture dans une salle, fût-elle le Palais des Congrès, et en dehors de là, plus rien. Et c'est la proximité des lieux de culture, des habitations, de la jeunesse et de la population qui fait que les talents peuvent s'exprimer à des niveaux relativement proches et évoluer pour s'épanouir dans des dimensions beaucoup plus élargies. Mais quand l'accès au Palais des Congrès, qui n'est pas donné à tout le monde, ne permet donc pas que une ouverture de l'espace culturel soit
portée à proximité des populations, c'est difficile de voir la culture se développer. Et quand la culture ne se développe pas, c'est, je dirais, toute la raison d'être d'une communauté qui est ainsi étouffée et qui ne s'épanouit pas. Nous devons, de manière absolument urgente et sérieuse, donner un coup de pouce à ce secteur-là. On voit comment les artistes même sont dans des difficultés quotidiennes de vie simplement, encore plus difficile de promouvoir leur art au Togo et au-delà du Togo. Tout cela ne permet pas que notre savoir-faire sorte de nos frontières. Vous faites référence à la culture ivoirienne, congolaise, mais les talents ne manquent pas au Togo. Il leur faut simplement un espace d'épanouissement, il leur faut des instruments d'accompagnement, il leur faut simplement être pris à leur juste valeur et que les gens sachent que la culture est un vecteur de développement économique et aussi d'épanouissement d'une communauté. Est-ce que vous voulez dire qu'il faudrait une politique culturelle ou une politique de culture plus raffinée, plus engagée? Aujourd'hui, on cite beaucoup le FESPACO en Côte d'Ivoire. On parle également du Bénin qui, il n'y a pas très longtemps, le 10 janvier dernier, a célébré le Vaudou. D'autres pays africains font de même quand vous allez en Égypte. Au Togo, on est un peu entre les deux. On est un peu, je ne sais pas comment définir ce qui se passe au Togo. C'est vrai qu'il y a les fêtes traditionnelles qui viennent orner le calendrier entre juillet et août et septembre. Mais la culture du Togo, on se perd un peu. Oui, la culture est un pan de notre savoir-faire qui est malheureusement, je dirais, plombé par un manque de vision et qui aujourd'hui est porté par des gens qui y croient et qui y mettent de l'énergie, mais qui ne sont pas accompagnés. Donc, tant que nous n'aurons pas une politique culturelle qui est forgée, qui est dessinée pour véritablement accompagner les artistes, tant que cela n'est pas fait en collaboration avec les artistes, tant que cela n'est pas fait pour que les gens puissent s'épanouir dans leur art et vivre de leur art, eh bien, nous resterons toujours à un niveau que je n'ose pas qualifier d'artisanal, parce qu'aujourd'hui, la culture, c'est une industrie. Au Togo, nous n'avons pas d'industrie de culture. Nous n'avons pas ce potentiel que les pouvoirs publics peuvent mettre en œuvre pour que les talents s'épanouissent et soient portés à l'extérieur de nos frontières. Tant que nous ne mettrons pas cette politique d'encouragement et d'accompagnement, notre culture va toujours rester dans nos murs, piétinée, et les autres, pendant ce temps, font de la culture un vecteur économique, et ils portent leur culture, et même leur culture culinaire, simplement, eh bien, ils la portent à l'extérieur, ils l'internationalisent. Le Togo reste encore dernier de la classe dans ces choses-là. Il faut que nous portions un regard, et le ministre de la Culture, qui certainement peut avoir l'occasion de m'écouter, moi je l'invite à être courageux et à sortir des sentiers battus pour dessiner des voies qui n'ont jamais été osées au Togo. Il faut oser de nouvelles voies. Il faut avoir, je dirais, l'ambition de porter le portefeuille qu'on lui a confié pour que la culture puisse également connaître ses lettres d'or. Est-ce que c'est une question du ministre ? Je pense que c'est toujours le pouvoir public qui donne l'impulsion, qui définit le cadre, qui offre les instruments d'accompagnement. Quand tout cela manque, eh bien, les artistes auront beau se défendre et offrir le meilleur d'eux-mêmes, eh bien, leur offre ne sera pas portée. Et c'est cela que les autres pays ont su faire. Quand vous parlez du FESPACO, ce ne sont pas des individus simplement qui ont porté cela. Oui, il y a des individus qui ont porté le projet, mais c'est un projet qui a été une voie dessinée par les pouvoirs publics. Et depuis combien de décennies maintenant, le FESPACO est devenu une référence dans notre pays. Il y a le FIMA qui a également été porté pour la mode au Niger. Il y a donc tout cela, tant que les pouvoirs publics n'apportent pas leur accompagnement et leur orientation, leur vision pour le pays, nos artistes vont continuer de se chercher. Nous sommes dimanche et sans doute que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, les pasteurs se sont abondamment signalés. Mais il y en a un qui se signale de plus en plus sur le plan politique, c'est Monseigneur Philippe Fanoko Koduro. Sa dernière sortie, c'est cette semaine.
Est-ce que vous comprenez qu'un prélat intervient de plus en plus abondamment et bruyamment dans le jeu politique? Parce que c'est avant tout un citoyen et c'est aussi quelqu'un qui a assumé de grandes responsabilités à un moment crucial de l'histoire de notre pays, l'histoire politique de notre pays. Et plus personne aujourd'hui ne se sent à l'écart de la préoccupation des Togolais. Qu'on soit prélat ou quelle que soit la responsabilité morale qu'on puisse avoir. Et tout le monde aujourd'hui sait qu'il y a des difficultés au Togo et tout le monde cherche à apporter sa contribution. Et Monseigneur Poduro a pris sur lui de s'exprimer régulièrement, très régulièrement même, et de prendre position en son nom propre. Et d'ailleurs, je pense que dans sa dernière sortie, il a interpellé d'autres institutions pour qu'ils puissent également être plus actifs dans leur contribution à la recherche de sortie de crise, de solutions de sortie de crise. Donc, Monseigneur Poduro, il est dans son rôle de citoyen, il est dans son rôle d'autorité morale également. Parce que il connaît les acteurs politiques, il connaît l'espace politique togolais et les propos qu'il tient, les conseils qu'il donne, les recommandations qu'il fait, eh bien, sont des choses que nous devons regarder avec beaucoup d'attention. Certains estiment qu'il n'est pas étranger à ce qui nous arrive aujourd'hui. On rappelle son rôle à la conférence nationale souveraine. Est-ce que vous pensez, vous partagez ceux qui pensent que quelque part il n'a pas su contrôler cette conférence nationale au point qu'à un moment donné aujourd'hui, beaucoup pensent que cette conférence a été un échec? Oui, et ceux qui parlent d'échec de la conférence, conférence nationale souveraine, on sait d'où vient et de quel camp vient cette appréciation. Je pense que Monseigneur Poduro a donné le meilleur de lui-même. Dans un contexte extrêmement difficile, extrêmement dangereux, je dirais même, à l'époque. Et si les acteurs politiques n'ont pas su trouver les voies de conciliation, les voies de réconciliation pour que nous puissions vivre en paix, la responsabilité, elle, incombe avant tout aux politiques. Et dire que Monseigneur Poduro est le responsable de cette situation... En partie, c'est ce que les gens disent. Bon, je pense qu'on peut toujours analyser les choses sous un angle ou un autre et les appréciations peuvent être différentes. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est sa volonté de voir le Togo vivre en paix. C'est sa volonté de voir le Togo retrouver le chemin de la réconciliation et cela, je pense que tout le monde doit saluer cet engagement parce que c'est la responsabilité de tous les Togolais de voir que la paix revienne au Togo. Est-ce qu'on peut parler de suivisme aujourd'hui, puisque c'est ce que certains disent aussi? Ce qui se passe au Congo avec la CENCO, la conférence des évêques du Congo, et son implication dans les débats politiques, notamment l'organisation de la dernière élection présidentielle, est-ce que quelque part on peut parler de suivisme pour ce qui concerne le Togo, puisque à la dernière conférence, certains ont vite fait de faire ce rapprochement-là? Je dois vous rappeler que les prélats, les évêques au Togo ont déjà défilé, ont déjà manifesté dans les rues de Lomé. Ce ne sera pas une première fois si on voyait encore se reproduire ce type d'événement. Et l'Église catholique particulièrement a toujours été très engagée dans la surveillance des élections. Par exemple, ils ont des instruments, une organisation qui apporte son concours dans la surveillance des élections. Donc, demander que l'Église catholique puisse aller au-delà de ce qui est fait jusqu'à présent, oui, ça peut être frappé du bon sens, parce que malgré tous les efforts que tout le monde fait jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé de solution. Ça veut dire que tout le monde doit encore redoubler d'efforts. Et je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné que l'on demande une plus grande implication de l'Église catholique dans ce processus de recherche de solutions. Mais je dois souligner que ce n'est pas que l'Église catholique qui s'implique dans ce processus. L'Église presbytérienne, l'Église évangélique, l'Église méthodiste, toutes ces églises-là, les communautés musulmanes, les imams se sont exprimés.
toutes ces communautés religieuses sont très préoccupées par la situation qui prévaut dans notre pays sur le plan politique. Et elles ont appelé à ce que l'apaisement revienne. Et elles n'ont pas été écoutées, en tout cas pas à ce jour. Et donc, toutes ces institutions, toutes ces organisations et toutes ces personnes morales qui se sont senties concernées et qui se sentent concernées doivent redoubler d'efforts, comme tout le monde. Et les politiques de l'opposition doivent redoubler d'efforts, et y compris ceux qui tiennent les rênes du pouvoir aujourd'hui, ils doivent également de leur côté redoubler d'efforts sur eux-mêmes pour qu'on puisse trouver des voies de sortie de crise. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est pas de l'huile sur le feu en fait, puisque c'est ce que pensent certains? De l'huile sur le feu, de demander à ce que les gens s'impliquent davantage dans la recherche de solutions pacifiques. Quand on évoque spécifiquement la position de Monseigneur Philippe Fanoko-Podro, puisque dans ce diagnostic, on constate quand même que c'est le pouvoir public ou bien le régime en place, qui est le plus dénoncé. Parce que c'est le régime qui a les instruments du pouvoir entre les mains. C'est le régime qui a les prérogatives de mettre en œuvre des réformes ou une évolution de l'espace politique tel que c'est attendu par les populations. Donc il est tout à fait légitime, il est tout à fait logique et il est tout à fait normal que Monseigneur Podro puisse interpeller le pouvoir public. Parce que la force que détient ce pouvoir est de nature à apporter les solutions qui sont attendues. Si ces solutions tardent à venir, comme c'est le cas aujourd'hui, il est de bon ton que les tenants du pouvoir soient interpellés. Et moi, je suis en adéquation complète avec cette interpellation. Il a lancé un appel à la libération des détenus politiques. 48 heures ou quelques heures plus tard, le chef de l'État a pris une nouvelle grâce présidentielle en faveur de certains prisonniers politiques. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux événements. Il faut saluer les appels qui sont lancés. Monseigneur Podro l'a fait de manière publique et de manière très affirmée. D'autres également l'ont fait. Aujourd'hui, le chef de l'État a consenti à la grâce d'un certain nombre de personnes. Il faut saluer cette démarche-là. Il faut apprécier que ces personnes aient été libérées. Et je pense que c'est malheureusement une partie simplement qui a été prise en compte. Il faut que la démarche soit beaucoup plus globale, parce que tous ces jeunes, toutes ces personnes qui ont été incarcérées dans le cadre de manifestations politiques, eh bien, ce sont des prisonniers politiques qui n'ont aucune nécessité d'être enfermés aujourd'hui. Ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même un point de préoccupation dans l'acte posé par le chef de l'État. Il y a des personnes qui ont été graciées parce que des personnes condamnés et dont la grâce est une prérogative du président de la République, du chef de l'État, et cette prérogative-là a été mise en œuvre. En revanche, je suis très préoccupé de lire que le chef de l'État a également accordé des libertés provisoires. Si j'ai bien lu ce qui a été publié, et ça c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que le chef de l'État s'arroge des prérogatives d'un juge pour libérer des gens qui sont mis en examen. Il n'a pas ce droit. Il a le droit de gracier des gens qui sont déjà condamnés, mais des gens dont la procédure est en cours et qui ont demandé ou pas une liberté provisoire. Cela relève de la compétence d'un juge. Je ne suis pas juriste, mais je pense que la loi est claire sur ce que le chef de l'État peut faire et ne pas faire. Je suis heureux pour ceux qui sont sortis, mais je suis extrêmement inquiet pour notre justice parce que c'est encore une preuve que finalement la justice, elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Je vous demandais s'il y a un lien à faire entre les deux événements, à savoir la dernière conférence de presse et l'appel de Monseigneur Philippe Fanoko-Podro et puis la grâce présidentielle accordée à certains détenus politiques. Aujourd'hui, la question c'est de savoir quelles peuvent être les portées de ces différentes conférences de presse animées de temps en temps maintenant par Monseigneur Philippe Fanoko-Podro. Mais c'est d'abord l'expression de sa propre conception de la situation actuelle. Il donne son avis, donne son positionnement et il s'implique en tant que citoyen et autorité morale surtout. Donc, les propos qu'il peut tenir sont des propos importants qu'il faut prendre à leur juste valeur.
le faire régulièrement, cela traduit aussi quelque part l'insatisfaction de Monseigneur quant à l'évolution de la situation politique. S'il se sent obligé de sortir de sa retraite, et mérité d'ailleurs pour s'exprimer périodiquement sur la situation politique, c'est que, à ses yeux, les choses n'avancent pas et il a bien raison, de mon point de vue, d'intervenir régulièrement dans l'espace public pour donner sa position de notre situation. Est-ce que cela se justifie? C'est un citoyen, il a absolument le droit. Est-ce que cela peut contribuer à faire avancer éventuellement les choses? Oui, et c'est de nature, en tout état de cause, à interpeller les gens qui sont concernés, les gens qui sont responsables politiques et qui sont acteurs dans la recherche de solutions. Oui, ça les interpelle et ça interpelle tous les citoyens. Et je pense que toute personne détenant une parcelle d'autorité morale, où que ce soit, a, de mon point de vue, la responsabilité de l'exprimer et d'inciter les citoyens togolais à contribuer à une sortie de crise. Est-ce que ce n'est pas que de l'agitation et juste des tapages stériles? C'est un peu méprisant de qualifier les gestes. Je cite là le ministre Gilbert Bara. C'est un peu méprisant de qualifier les gestes et les sorties de Monseigneur Podro de cette manière-là, parce que d'abord ça n'apporte strictement rien au débat de porter ce regard hautain sur les choses, les actes posés. Et je pense que nous sommes dans un pays où nous perdons beaucoup de repères, nous perdons beaucoup l'échelle de valeur, nous perdons beaucoup la relativisation des choses et les qualifications, les qualificatifs que nous attribuons aux actes posés par les uns et par les autres sont de nature à améliorer les situations ou à les rendre encore plus difficiles. Et moi, si j'avais été responsable politique, il y a du pouvoir, eh bien, il y a des positions que je ne prendrai jamais, il y a des propos que je ne tiendrai pas, parce que la première responsabilité d'un homme politique qui est aux affaires, c'est de respecter les citoyens. Et parfois, cela manque à certains d'entre nous. Quand vous parlez de respect, est-ce que c'est pas aussi togolais? Ce qui se passe là? Je ne comprends pas la question. En fait, puisque vous parlez des Togolais qui manqueraient de repères, et en faisant référence à la dernière sortie du ministre Gilbert Bara vis-à-vis de... J'ai parlé de respect. Oui. J'ai parlé de respect. Je veux dire, est-ce que c'est pas finalement un Togolais, ce type de comportement? Puisqu'il y a d'autres Togolais aussi qui, visiblement, manquent de respect à leur prochain. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Je m'inscrirai en faux que vous dites que c'est togolais. Non, ce n'est pas togolais. Je pose la question. Oui, alors je vous réponds catégoriquement, ça n'est pas togolais et ce n'est pas ce que les Togolais attendent d'ailleurs. Il peut arriver, et ça je l'entends bien, que par exaspération, un citoyen puisse avoir un débordement d'expression et sortir un peu de ce qui est acceptable. Mais parfois, quand on a des responsabilités, il y a des choses qu'il ne faut pas se permettre. C'est depuis quelque temps quand même qu'on constate ce ping-pong entre le ministre Gilbert Bara et Monseigneur Philippe Fanko Podro. Je ne sais pas si vous comprenez ce ping-pong, puisque en réalité, l'un est un acteur politique et puis l'autre est un prélat. Si ce sont des acteurs politiques, tous les deux, on pouvait comprendre. Est-ce que vous comprenez? Moi, je pratique le tennis de table et généralement, les gens qui jouent ensemble, le ping-pong, sont des amis et ils partagent une passion commune de détente. Et ce que vous êtes en train de relever est ma foi dommageable parce que dans l'espace public où il y a ce type de passe d'armes, qui n'est pas de nature à apporter une contribution positive à notre préoccupation commune, je pense que nos ministres devraient laisser les polémiques stériles de côté et s'attaquer davantage aux préoccupations des Togolais. Les polémiques n'ont jamais apporté de solution à quelque problème que ce soit. Et les invectives n'ont jamais permis qu'une difficulté puisse être dépassée. Nous avons besoin de sérénité dans ce pays. Nous avons besoin de responsabilité de la part des gens qui conduisent les affaires de l'État. Ça manque parfois.
et c'est déplorable. Quand on parlait de polémique, je parlais tantôt des actes inciviques ou du manque de respect, et je demandais si ce n'est pas togolais. Et vous êtes inscrit en faux contre ce positionnement-là. Mais pour les polémiques, est-ce que c'est pas togolais aussi? C'est une question. Parce qu'on a l'impression, en lisant les réseaux sociaux, que les Togolais, ils aiment polémique sur tout et sur rien. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. Parce que nous avons malheureusement un environnement qui est propice justement à toutes les dérives possibles. Parce que notre environnement n'est pas constructif. Notre environnement n'est pas un environnement qui permet l'épanouissement personnel. On finit par se complaire ou à se sentir obligé d'aller sur des terrains qui sont stériles, qui n'apportent finalement strictement rien au débat. Mais c'est également l'expression d'une évolution qui ne répond pas à une attente de développement et qui correspond peut-être à une certaine oisiveté de notre jeunesse et de toutes les personnes qui n'ont pas des occupations productives et finalement l'espace du réseau social devient un espace de défoulement ou plutôt je dirais un espace, un exutoire pour ces gens-là. Et finalement, il faut que les pouvoirs publics, encore une fois, puissent prendre la mesure de leurs responsabilités dans ce contexte-là pour offrir à la jeunesse des espaces d'épanouissement, un emploi simplement, ou même la possibilité de contribuer de manière constructive à la production de richesses dans le pays. Ce n'est pas le cas malheureusement. Donc, l'espace qui peut être un espace de production par ailleurs, parce que l'économie numérique, ça existe quelque part. Et on en a parfois entendu parler au Togo, même si on ne l'a jamais vu. Et donc, si cet instrument aujourd'hui moderne à notre disposition n'est pas exploité à bon escient, ne soyons pas surpris que nous y voyons des choses qui n'apprécient pas. Non, mais en fait, oui, ça, vous faites allusion aux nouvelles technologies. Mais avant les nouvelles technologies, les Togolais polémiquaient déjà. Ils faisaient la même chose sous les arbres. Ils faisaient la même chose au carrefour des rues. Ils parlaient des autres. Les Togolais aiment parler de son prochain, de chercher à comprendre ce qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il est riche, et pourquoi est-ce qu'il est beau, pourquoi est-ce qu'il est laid, tout ça. Comment arriver à réorienter autrement le Togolais? Est-ce que ce n'est pas une question beaucoup plus structurelle que ça? Non, c'est simplement, de mon point de vue, purement conjoncturel. Donner de l'occupation aux gens. Donner aux gens des espaces d'épanouissement. Ils s'intéresseront à des choses productives. Mais si vous les laissez dans l'oisiveté, eh bien, ils s'occuperont autant qu'ils peuvent dans l'émotion au lieu d'être dans la raison. Et il faut que nous prenions, et j'aimerais bien que les constats que vous faites, voire les analyses que vous êtes en train de faire, que les pouvoirs publics prennent la chose avec le même regard, la même préoccupation, et trouvent des solutions qui permettent que finalement le savoir-faire ou toute l'énergie dont dispose la jeunesse puisse être orientée dans des axes de production de richesse, plutôt que de les laisser divaguer au petit bonheur la chance et produire des choses finalement que vous êtes en train de déplorer. Et la responsabilité des pouvoirs publics, elle est grande. Je rappelle que nous sommes au D12 de Pyramide FM et que notre invité c'est Nathaniel Olympio, il est le président par intérim du parti des Togolais. Cette émission que vous écoutez dans une dizaine de minutes va vous donner la possibilité d'intervenir et puis ça se fait sur 2 numéros, 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Nous évoquions tantôt Monseigneur Philippe Fanoko Koduro et son appel à la libération des détenus. Je rappelle que c'est un appel que vous aviez lancé, vous, au niveau de la coalition des 14 depuis quelque temps. Vous aviez même marché à propos de cette libération. Finalement, le chef de l'État a cédé à une de ces demandes. Est-ce que ce n'est pas un leader qui écoute? Fornia Singbe. C'est surtout des actes qui sont posés et qui sont toujours... de mon point de vue, venu tardivement, parce que ça aurait pu se faire bien plus tôt. Il n'y avait aucune raison que ce ne soit pas le cas. C'est fait aujourd'hui, c'est tant mieux, je l'apprécie à sa juste valeur, et je déplore encore une fois que ce soit partiel.
L'écoute du chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, devrait être beaucoup plus prononcée. Ça devrait être beaucoup plus prononcé parce que les Togolais disent beaucoup de choses et nous n'avons pas l'impression que le chef de l'État écoute les Togolais. Nous n'avons pas l'impression que les préoccupations des Togolais sont aujourd'hui prises avec considération et traitées avec diligence. Loin s'en faut. Bien au contraire, on a une réaction et un traitement qui est infligé aux Togolais qui sont très loin de ce que l'on attend d'un responsable, d'un dirigeant d'un pays. Et vous savez, il manque une chose essentielle dans notre pays, c'est la réconciliation. Et cela, depuis 50 ans, le régime en place n'a jamais réussi à réconcilier les Togolais. Il y a des choses qui ont été faites. On a pu retrouver notre harmonie avec la fête de l'indépendance. On a pu retrouver notre harmonie avec l'hymne national. Mais cette réconciliation-là, elle est faite, mais on n'a jamais réussi à réconcilier les Togolais. Et tant que les Togolais ne seront pas réconciliés, nous irons toujours de crise en crise. Et c'est le nœud de tout ce qui se passe au Togo. Il faut qu'à un moment ou à un autre, nous arrivions à créer l'espace de réconciliation qui remette les Togolais ensemble. Tant que cela ne sera pas fait, on sera dans les turbulences. C'est un constat que vous faites, ce constat revient très souvent, mais le pouvoir en place n'est pas resté les bras croisés durant ces 50 ans. Et donc, faites allusion, il y a eu, dans un passé très très récent, il y a eu la CVJ, il y a eu le HCRUN, il y a eu même des tentatives de rapprochement, par exemple, entre l'armée et la nation. On a constaté qu'il y avait eu des journées portes ouvertes des forces armées du Togo. Mais visiblement, c'est un peu comme si, à vous écouter, la question de la réconciliation nationale est une question têtue au Togo. Le besoin reste entier. Et tout ce qui a été fait, le résultat aujourd'hui, il est là. Ça apparaît comme une démarche cosmétique. Parce que nous ne sommes pas entrés en profondeur. Pourquoi est-ce qu'il y a, vous avez cité un certain nombre de démarches qui ont été menées, et pourquoi est-ce que ça reste toujours aussi difficile de réconcilier les Togolais? Et parce que les Togolais sont toujours en demande de cette réconciliation. Mais parce que nous n'arrivons pas encore à aborder la profondeur des sujets. On ne peut pas être dans une dynamique de réconciliation et parallèlement exercer encore autant de violence sur les citoyens. Et ce sont deux choses antinomiques. Et donc, la question de la réconciliation ne doit pas être pensée dans une démarche politicienne, mais ça doit être pensé dans l'intérêt du peuple togolais et du Togo d'ailleurs. Mais cette démarche-là, elle n'a pas encore été faite. Et c'est ça qui fait mon axe de travail, parce que quoi que nous fassions, et quelle que soit la personne qui sera premier responsable de ce pays, tant que nous ne réussirons pas la réconciliation, les difficultés d'aujourd'hui resteront toujours en place. C'est pour cela qu'il faut, à un moment ou à un autre, avoir le courage de s'attaquer à ce problème en profondeur, sans faux fuyant, en toute responsabilité, en acceptant les douleurs que cela puisse provoquer sur les Togolais, mais en étant persuadé qu'à l'issue de ce parcours, eh bien, nous retrouverons une harmonie, un vivre ensemble qui sera grandement amélioré. C'est ce que demandent les Togolais essentiellement, et c'est la condition sine qua non pour que nous puissions nous ouvrir sur un développement. Tant que, et je le répète encore une fois, nous n'aurons pas exercé ce qu'il faut pour obtenir la réconciliation entre Togolais, eh bien, pendant 100 ans, nous serons dans les mêmes turbulences. Quand à vous écouter, on a l'impression comme si, quand on quitte Lomé pour aller à Saint-Cassé, les Togolais ne se salient même pas dans les rues. Vous pensez que les Togolais vivent aujourd'hui en harmonie? Moi, je ne le pense pas. Et je ne le pense pas parce que c'est la réalité. Parce qu'il y a encore trop d'invectives, il y a encore trop de rancœur, il y a eu trop de meurtrissures qui n'ont pas été apaisées. Tant que tout cela ne sera pas affronté comme on affronte l'histoire d'un pays, tant que nous n'aurons pas le courage politique d'affronter notre passé sans rancune et sans vengeance, mais dans la sérénité et la volonté de construire, de bâtir quelque chose ensemble, tant que nous n'aurons pas cette volonté, monsieur, nous pouvons être certains que
Et ce qui se passe au Togo aujourd'hui, la crise que nous vivons aujourd'hui, eh bien, elle ne sera pas près de se terminer. Est-ce que cette crise n'est pas finie? La première grande manifestation de colère des Togolais date de, je dirais, 91. 90, ça a été les prémices, mais les premiers grands mouvements datent de 91. Ensuite, nous avons connu les mêmes choses en 98. Et puis, il y a eu des accalmies et on a observé la même chose en 2005. Et puis en 2012. Et puis maintenant, jusqu'en 2019. Vous pensez que les choses sont apaisées? Non. Régulièrement, presque périodiquement, tous les 7 ans pratiquement, eh bien, il y a une résurgence de cette colère des Togolais. Donc, non, monsieur, il n'y a pas encore de réconciliation au Togo. Et c'est le nœud de tout ce qui nous divise. Nous devons, et ça j'interpelle le chef de l'État en personne, parce que c'est lui qui a l'attribution suprême pour créer les conditions d'une vraie réconciliation entre Togolais. Je ne parle pas des effets d'annonce ou des démarches cosmétiques ou des démarches partisanes. Je parle de la véritable volonté de voir les Togolais et travailler ensemble pour produire de la richesse pour ce pays. Cela ne sera possible que si les Togolais eh bien, affrontent leur histoire et transcendent cette histoire-là pour recréer une nouvelle page de cette histoire. Si nous ne faisons pas cela, il sera très difficile pour nous d'aller de l'avant. Sur les 30 dernières années, vous venez de décrire quand même des montées de pic, des montées d'adrénaline dans notre pays. Vous avez évoqué 1998, vous avez évoqué 2005, vous avez évoqué 2012, vous avez évoqué 2017. Et vous dites que c'est 5 ou 7 ans que les Togolais entrent en euphorie pour s'imiter un ministre togolais. Est-ce que ça veut dire que la prochaine fois que les Togolais vont encore manifester bruyamment, c'est dans 5 ou 7 ans? Je pense que ce qui a commencé en 2017 est toujours en cours. Et 2017 d'ailleurs a été une particularité parce que ça s'est produit un peu plus tôt que ce qu'on a observé jusqu'à présent. Parce que c'était, après 2012, c'était pratiquement 5, presque 6 ans. Et cette résurgence est toujours d'actualité. Elle n'a pas pris fin. Et donc, personne ne sait comment cela va évoluer. Il faut espérer que l'orientation qui sera donnée à cette crise en cours permettra de trouver des solutions. Mais si une solution n'est pas trouvée, et personne ne sait comment l'évolution se produira parce que ce que nous avons observé depuis 2017 au Togo est unique. C'est nouveau. On n'avait jamais vu cela. Cette ampleur de mobilisation dans cette durée avec une coalition qui a réussi contre vents et marées à tenir en place. Tout cela, ce sont des éléments nouveaux sur l'échiquier politique. Donc, personne ne peut présager de demain ce qui adviendra. Et il faut donc qu'on soit suffisamment responsable, il faut qu'on soit serein dans la lecture des événements pour anticiper et éviter des situations difficiles à notre pays. Mais dans certains milieux du pouvoir, on estime qu'on n'aura plus jamais un 17 août au Togo. Donc, ça veut dire que dans certains milieux, on est sûr de ce qui peut se passer encore demain dans notre pays. En 2019, il y aura un 17 août. En 2020, il y aura un 17 août. Chaque année qui viendra aura la date du 17 août. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que les peuples n'auront pas la paix et n'auront pas, je dirais, ce qu'ils attendent, ils exprimeront toujours leur mécontentement. Ils exprimeront toujours leur désapprobation de ce qui se fait. Si nous ne voulons pas que le peuple se dresse sur le chemin du régime, du gouvernement, il faut simplement que ce peuple obtienne ce qu'il attend. Tant qu'il ne l'aura pas, eh bien, il le revendiquera. C'est le propre des peuples, c'est, je dirais, ce qui fonde l'existence même des communautés. Revendiquer et se battre pour ce à quoi on aspire. Dans un instant, les auditeurs vont intervenir, mais cette dernière question, nous avons évoqué abondamment Monseigneur Philippe Fanouko Kodiro dans cette émission, dans sa demande ou dans son appel. Et il demandait aussi la libération de Folis Ativi, puisque je crois ce nom a été cité, mais également de Kachan Simbe. Et puis, on sait que d'autres acteurs restent en prison. Est-ce que vous pensez que Kachan Simbe finira par céder à cette demande en libérant les prisonniers qui restent en détention? Mais c'est le bon sens qui commande cela. C'est pas une question de céder.
C'est une question d'aller dans le bon sens des choses. Et il n'y a pas de raison que ces gens soient maintenus en prison. De la même manière qu'il a décidé de gracier certains, eh bien, pourquoi faire une dichotomie? Pourquoi faire une différence entre les différents prisonniers politiques? Ils ont tous le droit à la liberté, parce qu'on aurait même dû jamais confisquer leur liberté. Et j'espère que cela interviendra le plus rapidement possible pour ces jeunes et pour contribution à l'apaisement dans le pays. 2 numéros pour pouvoir participer à cette émission, 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37, c'est sur Pyramide FM. Notre invité du jour, c'est Nathaniel Olympio. Il est le président par intérim du Parti des Togolais. Le premier auditeur est en ligne, me dit le technicien Vincent Silas Boga Koudoyo. Allô, bonjour. Allô. On vous appelle comment? Bonjour, c'est Pelé. Oui, Pelé, depuis Doula-Samé. Allez-y, allez-y. Bonjour, mon invité. Monsieur Pelé, bonjour. Bonjour. Bon, moi, si on a libéré les gens, bon, si on a arrêté les gens innocemment, puis on a libéré, c'est pas un problème. Moi, ce que je voudrais dire, regardez aussi la sortie de Mousson et Podro. Le Togo, sur le plan politique, le Togo manque de sages. Quand ils vont sortir pour parler, on n'en trouve pas, il n'y en a pas. Ils sont partis cachés au fond de l'autre côté là-bas et on ne voit personne. Au niveau de l'opposition, nous avons des gens comme M. Godwin Pété. Les gens n'ont qu'à sortir pour nous parler. Des gens à partir de 75 ans, 80 ans, on en a besoin pour le Togo en tout. C'est très grave pour ce peuple. Ce petit peuple-là, c'est très grave. On a des grands, des sages pour parler, on n'en trouve pas. Ouais, donc, c'est comme moi je vous ai dit à l'opposition aujourd'hui. Nous sommes en février 2019. Je ne reviens pas encore aux élections. Au niveau de l'opposition, moi je vous dis que vous, préparez-vous, organisez-vous. Vous avez pris l'option de jury. Moi je vous fais comprendre que ce régime n'est pas arrivé au pouvoir par le jury. Donc pour lui, pour organiser une élection transparente, ce que vous faites, c'est le FPC qui va vous organiser une élection transparente avant que vous allez aller à cette élection, vous comprenez. Parce que aujourd'hui, vous ne commandez pas demander encore des réformes, les réformes. Le FPC est déjà prêt pour faire ces réformes. Aujourd'hui, M. Nathaniel Olympio, depuis 19 août jusqu'à aujourd'hui, le président s'est engagé dans une liste qui est arrivée ici. Est-ce que dans tout ce passé-là, quelle est la petite erreur que le président a fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'intervention? Bien, merci pour votre intervention. C'est une longue intervention. Sur la dernière partie de cette intervention concernant les erreurs éventuelles ou l'erreur qui vous est fatale, en fait, je ne sais pas si c'est cette erreur vous est fatale. Quelle est cette erreur-là? Je crois que les Togolais ne font pas toujours la bonne lecture d'une lutte. Une lutte, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et dans toute lutte, il y a des actes que l'on pose qui portent des résultats et il y en a d'autres qui peuvent être posés qui ne portent pas des résultats, qui peuvent parfois même être préjudiciables. Oui, le régime fait énormément d'erreurs de gouvernance. La coalition également a besoin d'améliorer sa gouvernance, d'améliorer son approche pour être beaucoup plus efficace. Mais nous n'allons pas passer notre temps à identifier sur les antennes les erreurs. On en a parlé 1001 fois déjà. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que nous puissions nous mettre dans une dynamique qui nous permet d'avoir une plus grande efficacité. Et nous savons tous ce que le peuple togolais veut et nous luttons pour cela depuis cette fois-ci, depuis le 17 août 2017, le 19 août 2017. Et nous avons avancé jusqu'à un certain niveau. Aujourd'hui, il faut prendre du recul et améliorer notre offre politique, notre offre de lutte. Il faut qu'on l'améliore. Il faut que les lacunes que nous avons pu constater dans certaines démarches,
on puisse les améliorer, parce que eh bien, la lutte n'est pas contenue dans un temps, dans un espace de temps déterminé. La lutte, on la mène jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on obtienne ce que l'on veut. Donc, ce parcours peut être sinueux, il peut être, il y a des obstacles, il peut être difficile, des erreurs peuvent être commises, et la coalition en a commis, mais il faut dépasser ces erreurs-là. Il faut s'améliorer, il faut apporter les éléments qui nous ont manqué, renforcer une démarche à l'extérieur du pays, parce que vous savez que ce qui se passe au Togo a des relents à l'extérieur de manière très forte. Le régime lui-même ne s'appuie que sur l'appréciation qui vient de l'extérieur. Donc nous devons améliorer notre gouvernance dans l'opposition, et quand je parle de l'opposition, ce n'est pas que la C14, c'est toutes les forces démocratiques. Nous devons améliorer notre gouvernance de la lutte. Dans son intervention, il a évoqué l'absence ou même cette présence des sages au niveau de l'opposition ou du parti au pouvoir. Oui, c'est vrai que dans certains pays, il y a des voix qui portent. Il n'y en a pas assez au Togo. Il n'y en a plus. Ah, je ne sais pas s'il y en a plus. Il n'y en a plus parce que le régime a quand même passé du temps à casser un certain nombre d'autorités morales qui existaient dans ce pays. Et on a affaibli nos chefs traditionnels, énormément affaibli, et c'est une démarche qui a été menée en toute conscience pour affaiblir ces notables que nous avions. Et l'autorité morale aujourd'hui, ce sont les religieux. C'est pour ça que les religieux s'expriment de plus en plus. Et ils s'expriment de plus en plus régulièrement. Parce que toutes les autres formes de pôles de pouvoir qui existaient dans la société ont été, je dirais, anéanties, ont été affaiblies. C'est pour ça que nous devons reconstruire les pôles d'autorité morale qui ont aujourd'hui connu cet affaiblissement. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde, et ce n'est pas simplement, leur existence n'est pas simplement une sorte d'opposition au régime. Bien au contraire, la contribution de ces autorités morales à l'épanouissement collectif est quelque chose d'important pour une communauté. Et quand ça manque, eh bien, la communauté perd un certain nombre de repères. C'est ce qui se passe au Togo, c'est vrai. Il faut reconstruire tout cela. Bien. Deuxième auditeur, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. C'est Alognon Aïvi, la Chili. Oui, Aïvi, comment vous allez? Ça va très bien. Oui, allez-y. Je salue monsieur Nathaniel Olympio. Bonjour. J'aimerais lui poser une question claire. Est-ce qu'ils iront aux élections locales? Parce que les élections locales, je crois que c'est en février ou en mars, et avec la CENI et la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale. Bon, est-ce qu'ils iront à ces élections? Bien, merci. Ok. Oui, si c'est la question, il a compris, sans doute. Est-ce que vous irez ou pas? C'est quoi une élection dans un espace démocratique? Une élection, c'est l'occasion pour les citoyens de décider de qui va conduire les affaires du pays ou de la commune concernée. Les élections locales qui sont annoncées, la question c'est de savoir comment elles vont être organisées. Et moi, je dois vous dire que à titre personnel, je suis très préoccupé par la manière dont une élection est organisée. Je suis très préoccupé par la qualité du fichier électoral. Et je ne veux en aucun cas être un faire-valoir. Je ne veux pas être simplement quelqu'un qui suit un mouvement sans réfléchir et sans prendre position. Et il y a encore des choses à faire pour que les élections reflètent ce que les citoyens pensent, ce que les citoyens décident. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Si nous nous asseyons les bras croisés en se disant il y a une élection, des élections locales qui sont organisées, allons-y, peu importe la manière dont c'est organisé, c'est un précédent qui nous portera beaucoup de préjudice. Donc, pour répondre à la question, les élections locales, oui. Les élections locales bien organisées, oui.
Est-ce qu'on ne va pas assister à ce qui s'est passé le 20 décembre? Parce que, à vous écouter, vous voudrez des élections justes, transparentes, équitables, démocratiques. Si on se réfère à la réalité, les élections qui peuvent s'organiser en mars, en avril, en mai ou en juin prochain, je ne sais pas si les conditions que vous souhaitez avoir avant ces élections-là, je ne sais pas si vous les aurez. Ce que vous venez de dire veut dire exactement que l'élection qui a eu lieu, les élections qui ont eu lieu le 20 décembre n'étaient pas démocratiques. Non, mais en fait, c'est exactement ce que vous venez de dire. Vous avez raison de le dire. Vous réclamiez des conditions. Oui. Vous n'en aviez pas eu. Oui, voilà, c'est ça. Et vous avez raison de le souligner. Les élections du 20 décembre ont toutes été sauf démocratiques. Et si le régime veut que le Togo puisse avancer un tant soit peu, eh bien le régime a tout intérêt, comme tous les Togolais, à organiser des élections acceptables. Et maintenant, si le régime s'enferme dans ce qu'ils ont fait en décembre 2018, c'est-à-dire à organiser une élection qui n'a de nom qu'une parodie d'élection, je pense que cela va être fort difficile pour tout le monde et que des élections locales soient organisées dans les conditions similaires à ce qu'on a déjà vu. Il faut que ça évolue. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Troisième auditeur, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, vous serez obligé de parler un peu plus fort, puisque là... Allô? Oui, allez-y, allez-y. Bonjour, Alex. Bonjour. Quand à vous parler, vous dites qu'il y a des systèmes, c'est pas la peine de stress. Vous savez que le système, ce qui vous dirige, vous pouvez tout faire pour jamais vous laisser les gens. Restez aussi. Allez, il faut savoir. Allez discuter. Faites demande directement au chef de l'État. Ne passez pas par quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous atteindre dans un autre pays pour venir régler notre pathologie. Si ce n'est pas nous-mêmes. Vous savez, quand Kofigo avait pris prématuré d'Afrique, on l'a traité d'une faute quoi dans ce pays. Monseigneur Boto, que M. Gilles Favara est en train de diffamer, je vais lui dire, il a qu'à demander le député pour devait chuter. Général, voilà, et là-haut, le demander qu'on appelle si il n'a rien à dire, le silence est militaire pour détenir les affaires et diffamer ce monsieur. Oui, oui, ok, finalement, notre ami il est parti. Ce que je retiens en début de son intervention, c'est l'appel qu'il vous lance à discuter directement avec le chef de l'État. En fait, je crois avoir entendu quand même cette partie-là. Est-ce que c'est possible ou pas? Mais je pense que c'était ça l'objet du dialogue qui a été organisé à l'initiative du régime. C'était ça le sens de ce dialogue. Et malheureusement, le régime lui-même a fait de ce dialogue un instrument de perturbation de l'espace politique. Et rien n'est sorti de cela. Strictement rien. Et on ne peut pas refuser de discuter. Mais il faut que les discussions, si elles sont organisées, soient de nature à apporter une solution. Mais quand on arrive, comme c'est le cas aujourd'hui, à plus d'une vingtaine, 27 dialogues qu'on a identifiés, 27 dialogues, ça veut dire qu'il y a fondamentalement un problème sur la volonté d'évoluer. Et cela, Monseigneur Podjo l'a si bien dit, c'est le régime qui détient l'instrument d'évolution de l'espace politique. Et on note cette absence de volonté d'avancer, d'être beaucoup plus ouvert à l'autre. On assiste plutôt à un enfermement sur soi, on assiste plutôt à une radicalisation du régime qui veut tout traiter par la force, par un passage qui impose ses règles en violation parfois même, très souvent même, je dirais, des règles constitutionnelles.
et de la loi. Et les tenants de ce pouvoir au Togo doivent comprendre que on ne peut pas continuer dans cette situation sans faire courir un péril au pays. Ça ne peut pas durer. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est comme la vie. Oui, comment la vie? Comment vous allez? Je vais bien. Oui, allez-y. Salut, mon invité. Bonjour. Et je lui ai demandé, l'opposition a passé tout le temps à insulter, à boycotter les élections. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde que les oppositions qui viennent au pouvoir, les oppositions qui négocient avec le parti au pouvoir qui existait. Aujourd'hui, ils continuent toujours dans se lancer à insulter, à diffamer 40 ans, 50 ans, institutions, nous sommes partis de parti national. Est-ce que c'est la solution vraiment vient de là? La solution de le problème national est là, ou bien il faut encore changer. Depuis 2010, c'est la même parole. À ce jour, le processus de ne veut pas changer. Pourtant, nous avons des exemples qui nous entourent dans l'Afrique. Nous avons dans ces exemples pour continuer d'insulter. Aujourd'hui, lorsque l'applicateur a lancé la République des marches, quand on marché, c'est que les gens sont mécontents de leur absence au niveau de législatif. Parce que les gens marchaient, parce qu'au moins, c'est là par là que les décisions viennent. Ils sont représentés, ils peuvent prendre des décisions en faveur du peuple. Maintenant qu'ils ont boycotté. Ils vont encore boycotter les locales et quel sera la résultat en 2020. Bien, merci. Comme la vie pour votre intervention. Je ferai remarquer que depuis 2013, l'opposition était présente à l'Assemblée nationale. Cela n'a strictement rien changé dans la gouvernance du Togo. Rien du tout. Ça veut dire que la présence ou non de l'opposition à l'Assemblée nationale, au regard de ce régime, ça n'a aucune espèce d'importance. Et c'est tout cela que nous cherchons à changer. Il ne s'agit pas pour nous de se précipiter pour être présent à l'Assemblée nationale si la présence à l'Assemblée nationale n'apporte rien au débat, n'apporte rien à l'évolution des citoyens. Et quel est l'intérêt d'y aller? Simplement pour se faire appeler député? Non, monsieur, ce n'est pas ça le principe. Le principe d'être député, c'est de pouvoir contribuer à surveiller l'action gouvernementale et à produire des lois qui améliorent le quotidien des Togolais. L'opposition, sa présence a toujours été marginalisée et a plutôt servi de caution aux turpitudes de ce régime. Donc, ils sont aujourd'hui à 100% à l'Assemblée nationale, mais qu'ils fassent les réformes qu'ils prétendaient que nous empêchions de faire. Et qu'ils fassent les réformes, on verra quelles réformes ils vont faire. De plus en plus de gens disent que les oppositions en Afrique notamment négocient avec le pouvoir en place pour éventuellement une dévolution du pouvoir, comme ce qui s'est passé au Congo démocratique, puisque c'est ce cas qui fait l'actualité. Est-ce que c'est des situations qui peuvent être expérimentées dans notre pays? Ce sont des situations qui ne peuvent être produites que par la volonté du régime, la volonté d'ouverture du régime. Au Togo, nous n'observons malheureusement pas cela encore. Et tant que le régime restera fermé, aucune discussion fructueuse n'est possible. Et c'est pour ça que moi, j'interpelle aussi le régime sur la nécessité de sortir de sa rigidité. Et cette rigidité fait peser sur le pays des menaces de dérapage, parce que ça donne aux extrêmes une justification de durcir leur position, de radicaliser leur position. Et c'est cela qui impose que le régime fasse preuve de beaucoup plus de souplesse, que cet enfermement sur soi, parce que voulant régler tout par la force, par la répression, nous devons sortir de ce schéma. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas offrir un espace de sérénité aux investisseurs. Les investisseurs ne viennent pas au Togo si tous les 5-7 ans, les Togolais sont dans la rue de manière massive. Aucun investisseur sérieux ne vient au Togo. Ceux qui viennent aujourd'hui, eh bien, ce sont des gens qui viennent aussi pour faire un peu de prédation, parce qu'ils veulent profiter d'un espace où les règles ne sont pas celles qui sont généralement appliquées dans l'espace commercial, et donc ils viennent faire de l'argent facilement sur le dos des Togolais. Et on ne voit pas des investisseurs venir et s'engager dans la durée parce que l'incertitude plane sur la stabilité du Togo.
Allô? 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 Bonjour. Bientôt, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Comme votre question. Ok, 2 questions pour notre invité. L'autre face du 20 décembre, c'est que le peuple togolais a témoigné qu'il ne voulait pas de cette élection-là. Est-ce que la coalition a besoin pour pouvoir matérialiser ce changement? De quoi avez-vous besoin pour matérialiser le rejet que les Togolais ont exprimé le 20 décembre pour que le changement puisse voir le jour? Deuxième question, est-ce qu'il tarde à ce jour, l'état des lieux de l'opposition n'a pas été encore fait? La dernière fois, le prélat Fodro a démontré une face pour le fait que chacun de vous veut aller directement dans le fauteuil présidentiel et ne veut en aucun moment laisser la place à l'autre pour pouvoir porter le changement, et après vous allez vous discuter en interne. Quelles sont les alternatives que vous nous proposez pour 2020? Merci. Bien, merci. Commis. Réaction? Et il pose la question de savoir comment la coalition compte matérialiser le refus de la population de participer aux élections du 20 décembre. Et d'abord, il faut encore une fois féliciter les Togolais pour cette posture que les Togolais ont adoptée et qui peut-être quelque part a évité beaucoup de drames aux Togolais quand on voit la mobilisation des forces de sécurité et de défense qui avait été faite jusqu'au rappel des retraités dans l'armée. Et donc, il faut saluer les Togolais, il faut les féliciter d'avoir su éviter ces moments douloureux. Ceci étant dit, le comportement que les Togolais ont eu a marqué encore, si besoin en était, sa volonté de voir les choses se dérouler différemment au Togo, en matière d'élection particulièrement. Et transformer cette expression en réussite palpable et concrète, eh bien, c'est justement le défi que non pas la coalition, mais toutes les forces démocratiques doivent relever. C'est-à-dire transformer tout cet engagement des Togolais, toute cette adhésion des Togolais à la lutte, transformer cela en résultat concret. C'est là que notre génie créateur doit également s'exprimer pour avoir plus d'efficacité, pour avoir plus de résultats, pour porter une attention encore plus particulière aux aspects, aux dimensions que nous avons quelque peu négligées, j'utilise ce terme-là, ou en tout cas que nous n'avons pas suffisamment exploité, et il faut que nous soyons beaucoup plus efficaces. Le terreau de la volonté de voir les choses changer, il est là. Et tous les constats sont faits, les Togolais l'ont démontré à suffisance. À nous, responsables politiques, à nous, responsables de la société civile et à nous, responsables de la diaspora, eh bien, nous devons œuvrer pour renforcer notre efficacité, pour transformer les essais et pour obtenir des résultats concrets. Tout cela est encore possible. La deuxième partie de la question de l'auditeur concerne l'état des lieux de l'opposition. C'est vrai que c'est une question qui revient à chaque fois. Et moi, je dois dire que les Togolais et l'état des lieux de l'opposition, l'opposition togolaise a compris qu'elle a commis dans le passé un certain nombre d'actes qui n'ont pas favorisé la lutte. C'est pour ça que cette fois-ci, vous voyez, tous les partis, en tout cas les 14 partis d'opposition sont ensemble. Ce n'est pas quelque chose de facile du tout, je peux vous l'assurer aujourd'hui. C'est extrêmement difficile d'être 14 partis et de travailler ensemble et de réussir à tenir dans la durée. Est-ce que vous êtes en co-14? Est-ce que vous êtes en co-14? Puisque cette question aussi, elle s'oppose. Je n'ai jamais appris que nous n'étions plus 14, vous m'informez. Non, mais en fait, la question du MCD, c'est le MCD
Tchassona Traoré. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de déclarations dans la presse, mais je peux vous dire fondamentalement qu'au sein de la coalition, le MCD n'a jamais été l'objet de sortie de la coalition. En tout cas, aucun acte n'a été posé dans ce sens-là, ni de la part de la coalition, ni de la part du MCD. Donc, tout le reste, ce sont des choses qui se déroulent dans les médias. Est-ce que vous voulez dire que vous vous réunissez encore avec la présence, avec Maître Traoré Tchassona? Il vient encore à vos réunions? Mais le parti MCD, comme un certain nombre de partis, peuvent être présents ou ne pas être présents à un moment ou à un autre. C'est arrivé à tous les partis d'être présents à un moment donné ou de ne pas l'être. Mais ce qui est, je dirais, nécessaire de retenir aujourd'hui, c'est que la coalition n'a jamais pris une disposition excluant qui que ce soit, et le MCD, je le répète, n'a posé aucun acte s'excluant de la coalition. Donc, si dans les médias on a pu lire ci ou ça reste des informations. Mais moi, je crois avoir lu une interview de Maître Tchassona disant qu'il n'est plus avec vous. Je n'ai pas eu connaissance au sein de la coalition qu'un acte a été posé dans ce sens-là, ni de la part de la coalition, ni de la part du MCD. Ok, alors on continue. Alors donc je disais que pour que l'opposition soit réunie, c'est parce qu'il y a eu une prise de conscience sur la nécessité de travailler ensemble et sur la nécessité de mettre de côté un certain nombre de pratiques qui avaient cours précédemment dans l'espace politique de l'opposition. Vous entendiez encore aujourd'hui des membres de l'opposition s'invectiver dans les médias? Non, nous évoluons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés à travailler ensemble. Il y a des difficultés, mais nous devons les transcender, on doit les affronter et on doit aller de l'avant. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. Ah, oui, c'est Kokou. Oui, allez-y. Salut notre invité. Bonjour. Je voudrais poser deux questions. La première, monsieur Nathanaël Olympique. Chaque fois, lorsqu'on parle de la conférence nationale du Togo, on parle d'échec, que la conférence a eu un échec, et on a souvent tendance à attribuer cet échec à Monseigneur Philippe Postodo. Et je dirais que 91, jusqu'à ce jour, ceux qui ne sont pas à l'âge mature lors de cette conférence auront à l'esprit que M. Monseigneur Podro est le malheur, est la cause du malheur du Togo. Or, on sait, nous qui avons vécu la conférence, et ceux qui étaient là au moment de la conférence, et avons suivi tout ce que ce monsieur a suivi de la part du régime, on sait que ce monsieur a eu beaucoup de choses, a fait beaucoup de choses pour ce pays, et que c'est le régime qui n'a pas voulu que les choses changent. Et aujourd'hui, ceux qui sont journalistes aujourd'hui, on a souvent tendance à dire les journalistes doivent faire la part des choses, et dire de ce côté et parler de l'autre côté aussi. Mais nos journalistes aujourd'hui, on parle d'un seul côté, c'est ce monsieur est le malheur du Togo. On doit savoir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on doit parler de l'échec de la conférence ou bien l'échec de la transition? Secondo, au sein de la coalition, le journaliste vous a demandé cette fois-ci le cas de M. Tchassona. Vous avez développé, argumenté. Je voudrais savoir, est-ce que M. Sibé a cité qui déchaîne tout ce que le monsieur a dit? C'est comme si la personne n'est pas au sein de la coalition. Il a dit des choses, ça allait dire que lors du dialogue, les voyages qui s'effectuaient à travers Conakry et Accra, avec qu'il y a des dessous de table et que les gens auraient perçu quelque chose. Est-ce que tous ces propos-là donnent la sonorité au sein du groupe et va permettre la mobilisation dont vous avez souhaité que le pays soit mobilisé? Cette déclaration, est-ce que ça peut permettre ce que vous voulez? Bien, merci. Mais merci beaucoup pour votre intervention. On a noté et notre invité va réagir.
Alors, il a dit beaucoup de choses. J'ai retenu quelques points. Est-ce que la transition, est-ce que nous allons fondamentalement l'échec de la transition ou de la conférence nationale? Je pense qu'aujourd'hui, il faut se tourner vers l'avenir. Et l'avenir, aujourd'hui, ce sont des questions sur comment les Togolais vont avoir un mieux-être, une meilleure vie, une cohésion nationale et une réconciliation. Ce sont les préoccupations du moment. Et ce qui s'est passé il y a 30 ans, laissons les historiens revenir là-dessus et nous faire un travail scientifique pour situer tous ceux qui n'ont pas pu être présents à ce moment-là. Et M. Kokou a également évoqué les interventions de M. Fulbert Atisso. Je crois que lui-même s'est longuement exprimé sur ses propos et il a dit ce qu'il pensait. Et moi, ce que je peux dire, c'est que la lutte que nous menons est une lutte extrêmement compliquée et qui dure. Et quand les choses durent, ça génère beaucoup de turbulences autour des événements. Il a souvent, d'après ce que j'ai entendu parfois, il a souvent parlé des principes. Je pense que c'est un terme qu'il utilise souvent, qu'il parle de principes, et c'est pour cela qu'il n'a jamais nommé personne. Et il faut resituer ses propos dans le contexte que lui-même il leur donne et ne pas aller au-delà de sa pensée. Est-ce que vous n'êtes pas gêné vis-à-vis des questions, notamment celles que vient de poser Kokou, concernant certains acteurs de votre coalition? Il a évoqué un peu Tchassona, mais aussi Fulbert Atisso. Oui, je disais tout à l'heure que nous sommes 14 partis politiques et nous faisons l'exploit de rester ensemble malgré les vicissitudes de cette communauté de vie. Et nous faisons l'effort d'être ensemble et de maintenir le cap que nous nous sommes donné. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vues différentes sur les sujets. Et chacun s'exprime de la manière dont il juge la plus opportune de s'exprimer. Moi, j'ai une démarche et je défends mes idées au sein de la coalition et je me bats bec et ongle pour que la coalition puisse prendre en compte les choses dont je suis convaincu. Des fois ça passe et des fois ça ne passe pas. On se rappelle que vous n'avez pas été convaincu, notamment par le dialogue qui était engagé sous l'égide de la CEDEAO. Vous n'y croyez pas? Mais je l'ai toujours dit, depuis le premier jour. J'ai toujours dit que ce régime ne montrait pas sa disponibilité à donner aux Togolais ce que les Togolais attendent à travers ce dialogue-là. J'ai toujours été sceptique. Est-ce qu'au final, vous vous êtes dit que vous avez raison? Je n'aime pas m'exprimer de cette façon-là, parce que ce qui est bon, c'est que nous puissions atteindre les objectifs, pas d'avoir eu raison sur quelque chose qui ne s'est pas produit comme on l'espère. Ma préoccupation, c'est que nous puissions tirer les bons enseignements de ce parcours que nous avons eu à travers ce dialogue pour réajuster notre gouvernance dans des forces démocratiques afin de renforcer notre capacité de production de résultats, notre efficacité. C'est ça qui est important. Quand on évoque la coalition des C14, cette coalition est née au lendemain des mouvements du 19 août, parce qu'on avait dit entre-temps 17, c'était le 19 août 2017. Et quelle est la durée de vue que vous vous donnez encore? Parce que vous semblez reconnaître qu'il y a quelques difficultés. Est-ce que vous allez exister encore dans les 2 mois qui vont venir, dans les 6 mois qui vont venir? Vous allez exister jusqu'en 2020? Quelle est la durée que vous vous donnez encore? Non, je pense que ce n'est pas en termes de durée de vie que l'on s'exprime quand on décide de travailler ensemble. C'est la force des choses et le constat sur le terrain qui nous a imposé d'être ensemble. Et c'était également la volonté des Togolais de voir l'opposition travailler ensemble. Cette fois-ci, ça a été fait. Maintenant, la lutte, elle ne s'achèvera que lorsque l'objectif aura été atteint.
si les choses n'ont pas fonctionné comme on l'espérait jusqu'au 20 décembre 2018, eh bien, il faut réadapter l'approche pour que les prochaines échéances, les luttes, la lutte puisse avoir une allure différente qui donne plus d'efficacité. Il faut s'adapter. Il faut améliorer la gouvernance. Et j'insiste sur ce terme-là. Il faut améliorer la gouvernance des forces démocratiques. Et tout ce qui a pu être nos points faibles, eh bien, nous devons travailler à les améliorer, à être beaucoup plus en cohésion des différents regroupements. Il y a la société civile, il y a la C14, il y a la diaspora, il y a toutes les forces qui interviennent, il y a les religieux. Eh bien, c'est pour cela que l'idée d'un grand mouvement citoyen pour s'approprier la lutte a été indiquée. Et cela n'est pas aussi quelque chose qui se fait par un claquement de doigts. Il y a un travail à faire parce que ce sont des horizons différents, mais nous avons tous les mêmes préoccupations. C'est pour ça qu'il faut mutualiser les efforts, surtout pour avoir une plus grande efficacité. Et j'insiste également sur ce point. Justement, sur la notion de l'efficacité, s'il est déjà difficile de travailler à 14 et d'être efficace, 14 plus, je ne sais pas combien de nombre d'associations au niveau de la société civile et au-delà, au niveau de la diaspora. Est-ce que ça ne va pas être un véritable fourre-tout sans véritable... vous comprenez ce que je voulais dire? Non, ce que vous dites, je le perçois. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée n'est pas de faire disparaître la coalition pour la remplacer par une organisation monolithique qui renferme tout le monde. La coalition ne va continuer pas demeurer? Le principe, c'est de mutualiser les ressources, c'est-à-dire de mettre tous les efforts des uns et des autres dans une démarche commune. C'est différent. Donc, il ne s'agit pas de créer un regroupement gigantesque et figé. Mais il s'agit d'harmoniser les démarches, de faire la lutte de manière ensemble et réfléchir ensemble sur les approches pour améliorer les résultats. C'est ça le principe qui est énoncé. Un auditeur, pour finir. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, c'est M. Kodio Otopo, en tout cas. Oui, allez-y. Je voudrais féliciter notre invité pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour notre peuple togolais. Seulement que le peuple togolais même est un peu étrange. Je m'explique. Avant que le CSC a été formé, tout le monde avait critiqué l'ANC qu'ils avaient dit que pas réforme, pas d'élection. Et l'ANC avait compris qu'il ne faut pas qu'on boycotte les élections et il s'est présenté pour ces élections. Il y avait plusieurs journalistes qui avaient critiqué l'ANCP. Pourquoi ils sont allés aux élections alors qu'ils parlaient de réforme? Cette fois-ci, l'ANC a dit qu'il a compris le peuple qu'il ne va plus répéter les mêmes erreurs. Maintenant, les journalistes qui avaient critiqué l'ANC avant, aujourd'hui, ils se lèvent et disent que pourquoi la C14 a boycotté les élections. Le peuple togolais est un peuple étrange. Je voudrais poser une question à notre invité. Cette question, je l'avais posée à Mme Adamagbo, lorsqu'elle disait que nous allons faire tout pour empêcher les élections. Je lui avais demandé si ces élections tenaient, comment est-ce que la CENI va être composée pour les élections à venir. Je demande à notre invité de nous éclaircir sur ce point. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci des félicitations que vous donnez. Vous avez posé une question bien précise et je m'en vais vous donner une réponse tout aussi précise. La loi telle qu'elle existe aujourd'hui indique que la CENI doit être composée de partis parlementaires et de partis extra-parlementaires. La C14 aujourd'hui n'est pas à l'Assemblée nationale. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que la C14 est aujourd'hui l'un des protagonistes de la crise que vit le Togo. Et donc, toute démarche de sortie de crise doit tenir compte de la coalition. Donc,
il s'agira de trouver la solution qui nous fera sortir de la crise. Et ça ne se résume pas à la composition de la CENI. La composition de la CENI, c'est un axe sur lequel il faut travailler, mais il faut qu'on ait des accords sur l'ensemble du cadre qui nous permettra d'avoir des élections transparentes, et si tout le monde est d'accord que les élections peuvent être les éléments de sortie de crise. Donc, plus précisément, la loi telle qu'elle est aujourd'hui n'offre pas la possibilité à la coalition d'être présente. Mais on ne peut pas simplement se figer dans la pratique de la loi si elle n'apporte pas de solution aux préoccupations des Togolais. Donc, il va falloir que nous trouvions ensemble, et la coalition et le parti et le régime, il va falloir que nous trouvions le cadre consensuel. Et c'est ça qui est important, le consensus, le cadre consensuel qui va permettre de dégager la voie à une solution que tout le monde pourra accepter. Quand on parle d'élection au Togo, vous savez sans doute que l'élection qui préoccupe plus, c'est l'élection présidentielle. Elle va avoir lieu au Togo l'année prochaine. Et il y a eu cette citation qui passe un peu partout cette semaine. Le leader actuel va gagner en 2020 et continuer le travail. La citation, elle est de Selom Klassou, qui est le Premier ministre du Togo. Comment est-ce que vous réagissez à cette déclaration? Le Premier ministre est, je dirais, cohérent avec ses déclarations précédentes, sa position, peut-être avec un peu plus de zèle que d'habitude. Il vient d'être reconduit à la tête du gouvernement, peut-être c'était inattendu pour lui, et donc tout cela l'amène à avoir ces débordements et pour une élection qui n'a pas encore lieu, dont on connaît déjà les résultats. Mais vous savez, c'est aussi conforme à ce que ce régime a toujours fait, hein, et ils connaissent les résultats avant même que les élections ne soient organisées. Donc je ne suis pas surpris que le Premier ministre s'exprime de cette façon-là, et même si c'est une façon très déplorable de considérer la démocratie. Est-ce que c'est pas de cette façon que ça se fait finalement en Afrique, puisque les élections, quand elles sont, qui c'est des élections présidentielles, ceux qui les organisent, visiblement, les gagnent presque à tous les coups. Oui, non, mais je vous dirais que ce n'est pas comme ça que ça se passe en Afrique, parce que il y a beaucoup d'exemples, même très proches de nous, où des présidents qui organisent des élections. Enfin, je n'aime pas trop l'expression président qui organise des élections. Est-ce que c'est pas rare? En tout cas, là, on a déjà vu des présidents de la République qui n'ont pas été réélus. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, donc, mais c'est pas nombreux. Oui, mais il y a quelques années, ça ne se voyait pas du tout. C'est ça l'évolution. Et c'est ce refus d'évolution au Togo qui pose problème. Et rien n'a pratiquement changé dans la situation politique du Togo depuis des décennies. Et c'est quand on fait le rapprochement avec le Bénin qui est à côté, le Ghana qui est à côté, et le Burkina, c'est tout récent, leur changement de régime, mais le Bénin, le Ghana, des chefs d'État en place, des présidents de la République ont organisé, étaient là, ils n'ont pas été réélus. Et donc, ça n'est pas aussi rare que ça, surtout dans notre espace sous-régional, c'est plutôt fréquent. Et c'est le cas au Sénégal, le président Ouad, il n'a pas été réélu. On peut citer d'autres exemples comme ça. Et c'est pour ça que le Togo ne peut pas continuellement rester figé dans le temps et sans aucune possibilité d'ouverture. Et quand ça se sclérose, à un moment donné, ça finit par casser. Il faut éviter qu'on arrive au point de rupture et qui sera dommageable pour tout le monde. Est-ce que vous êtes réconforté ou conforté par ce qui vient de se passer au Congo? Je pense qu'il y a un opposant assez dans la magistrature suprême. Oui, je pense que les gens n'y croyaient plus. Et ça s'est produit, il faut s'en féliciter, même si les conditions n'ont pas été appréciées par tout le monde, même s'il y a des contestations, et c'est toujours déplorable qu'il y ait des contestations, mais on a quand même assisté à une passation de charges de manière pacifique, et ça c'est ce vers quoi il faut aller, ce changement à la tête de l'État sans qu'il y ait des grandes turbulences dans le pays. Quand on évoque l'actualité ces dernières heures, on doit sans doute parler de la Côte d'Ivoire, puisque l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est finalement libre, mais sous certaines conditions. Vous saluez cette libération? De la même manière que j'ai apprécié les jeunes Togolais qui ont été libérés, oui, et quand un prisonnier
recouvre la liberté, c'est toujours une bonne chose. Et le cas du président Gbagbo est un cas très symbolique pour toute l'Afrique, très symptomatique également. Et donc tous les Africains suivaient ça avec beaucoup d'attention. Et bien sûr que je suis ravi de constater qu'il est sorti presque lavé de tout soupçon, même si la procédure continue. Et quand on est accusé de crimes contre l'humanité et qu'on obtient derrière une liberté provisoire, ça veut dire que le dossier d'accusation présente beaucoup de faiblesses. Il a eu mieux puisqu'il a été acquitté. Il y a 2 semaines, il avait été acquitté. Oui, mais aujourd'hui, il est en liberté provisoire. Donc, c'est de ça que je parle. Et quelque part, ça nous donne quand même beaucoup à réfléchir sur la capacité de nos États à prendre en charge des procès importants. Et malheureusement, je pense que lorsque la CPI, par exemple, intervient et que c'est dû au fait que le pays en question n'a pas la capacité ou la volonté politique de procéder à un jugement, eh bien, si c'est des cas d'incapacité, eh bien, il faut que ce pays puisse être accompagné pour que sa justice puisse à l'avenir faire face à ce type de procès. Merci d'être venu, Nathaniel Olympio. Je rappelle que vous êtes le président par intérim du Parti des Togolais. Mais il faut quand même retenir quelque chose de cette émission. Ce que moi je retiens, c'est quand même cette dernière phrase de l'auditeur Kodjo. Le peuple togolais est un peuple étrange. Cette émission, elle s'achève. Merci beaucoup, Vincent Slasboga, Koudoyo, d'être resté à la technique. Je suis Pierrot Atioubé. À dimanche. Au revoir. Vous venez de suivre